Est-ce que vous saviez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas quand il s'agit du business? Très souvent, on va vous dire, ayez une idée, lancez votre business, persévérez, mais sans plus. Ici, on va parler d'un aspect très stratégique, de personnes dont vous devez vous entourer si vous voulez réussir. Suivez la vidéo, je vais vous parler de leurs fonctionnalités, de pourquoi c'est extrêmement important de les avoir, mais surtout, vous allez voir qu'en observant les multi-riches, les plateformes qu'on appelle des licornes, qui ont une valeur aujourd'hui de milliards de dollars, ils ont tous suivi ce principe. Donc, si tu veux bien commencer ton business ou si tu veux bien continuer le business, tu as lancé un business, but you struggle, tu te bats, beaucoup de difficultés à faire avancer les choses, je te promets que cette vidéo est pour toi. Tu sauras exactement qui aller chercher pour te faire réussir. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Vous savez, très souvent les gens se lancent en business juste pour se lancer en business. Et malheureusement, je me rends compte que le manque d'expérience ou le manque d'observation entraîne très souvent les business à fermer. C'est important de prendre le temps d'observer les business qui ont réussi et de savoir pourquoi ils ont réussi. Et une fois qu'on a pu tirer la leçon clé derrière, tout ce qu'on fait, c'est qu'on applique bêtement. Donc, on va essayer de parler de 4 types de personnes. En fait, il y en a 5 dont vous avez besoin pour réussir. Prenez une feuille, un crayon et notez. Et commencez à aller chercher les uns après les autres. La première catégorie de personnes dont vous avez à tout prix besoin, c'est ce qu'on appelle l'expert du produit. Vous allez souvent vous rendre compte en observant une équipe que dans l'équipe, la personne qui est très souvent connue, c'est ce qu'on appelle le CEO, Chief Executive Officer, qui est un responsable de la stratégie et de la vision. Écoutez-moi bien. Et c'est pas parce qu'il est responsable de la stratégie et de la vision que ça veut dire qu'il a tout le 360. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous observez les très riches, vous allez vous rendre compte que c'est pas des personnes qui ont 2-3 têtes. C'est pas des personnes qui sont super intelligentes, non. Ce sont des personnes moyennes qui savent s'entourer de personnes intelligentes. Je vais vous prendre un exemple très simple que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Mark Zuckerberg, mais la plupart des gens ne connaissent pas Dustin Moskovitz. Dustin Moskovitz était le roommate de Mark Zuckerberg. Roommate, c'est quoi? C'est la personne qui partage la même chambre d'étudiante que toi. Mais bizarrement, c'est un nom que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors que c'est un des 5 cofondateurs de Facebook. Et il était en charge de quoi? Il était en charge justement de construire le produit, de construire la plateforme, de tout ce qui est l'ingénierie derrière, de tout ce qui est avoir un produit viable sur la plateforme. Moskovitch est celui-là qui a donné vie au projet. C'est grâce à lui qu'on pouvait voir un produit. On pouvait expérimenter quelque chose de palpable et de concret. C'est en fait ce que d'aucuns appelleraient la personne la plus importante dans la compagnie. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pratiquement jamais le CEO. Chacun a sa part qu'il ou qu'elle joue, mais la personne la plus importante, c'est celle-là qui a ce crazy focus sur le produit ou sur le service. Celui qui va mettre les pièces ensemble, celui qui va produire quelque chose. Et ce qui est très intéressant, on a observé que souvent ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par les grands discours. Je m'explique. Quand vous cherchez ce cofondateur, c'est important de comprendre que ce n'est pas des gens qui sont intéressés par la grandeur des choses. Ce sont des gens qui sont intéressés à leur tâche. Et il y a des gens comme ça. Vous allez les approcher, vous allez leur proposer 5%, 10%, 15% de la compagnie. C'est pas leur dada, ils s'en foutent à la limite. Quand c'est comme ça, la plupart du temps, ce genre de personnes deviennent votre premier employeur. Avec le temps, par exemple, ils vont prendre le nom de Chief Product, ok, donc Product Manager, le gens qui ne se concentrent que sur le développement du produit. Comme je dis, c'est tout ce qu'ils font et ils ne font rien d'autre en dehors de ça. Si on prend l'autre exemple de Amazon, beaucoup de gens connaissent Jeff Bezos, mais beaucoup ne connaissent pas Shel Kaplan. Shel Kaplan, là, c'est celui justement qui a créé Amazon. Parce que Amazon, c'est une multiplateforme. En d'autres termes, c'est une plateforme où il faut ramener 2 types de personnes, ok? Les acheteurs et les vendeurs. Donc, du coup, il a carrément construit la plateforme. Il était le cerveau derrière l'outil Amazon qui, à la base, n'oublions pas, vendait des livres. Mais Shel Kaplan est ce builder-là que Jeff Bezos, qui est CEO, une fois de plus, vous voyez, on connaît plus ce CEO que certaines personnes derrière, que Jeff Bezos, donc, est allé chercher et a ramené sur la table et a fait de la magie. Je me rappelle même lors d'une interview, Jeff Bezos disait, si c'était pas grâce à Kaplan, Amazon n'aurait jamais vu le jour. Again, si on part du côté de Airbnb, qui est encore un autre exemple, parce que c'est important de vous donner ces exemples-là pour que vous allez fouiller, vous rendre
rendez compte qu'il y a une logique derrière la manière dont les grosses compagnies fonctionnent. Joe Gebbia était ce qu'on appelle le Chief Product dans le passé. Aujourd'hui, je pense qu'il est en charge de Airbnb.org. Mais c'est celui-là justement qui a pu mettre la plateforme en place. Une fois de plus, tout le monde connaît Brian Chesky. Quand on parle de Airbnb, tout le monde voit le CEO, Brian Chesky. Si vous parlez de Gebbia, la plupart des gens, même les entrepreneurs, n'ont aucune idée de qui il est question. Donc vous voyez, voilà 3 exemples où chacun allait chercher son constructeur et son builder. Quelqu'un qui va se concentrer et être obsédé sur le produit. Et il ne va faire que ça et rien d'autre. Ce qui nous amène à la deuxième catégorie de personnes dont vous avez besoin. Et cette catégorie est super importante, les gars. C'est votre maniaque des chiffres. Je répète, c'est le maniaque des chiffres. Et vous allez vous rendre compte que autour de votre table, quand vous aurez ces collaborateurs-là, chacun va tellement exceller dans ce qu'il fait et que chacun devrait le faire. Qu'il n'est pas question aussi d'avoir plusieurs chapeaux. Oh, je fais la finance. Oh, après, je fais le product. Je fais le design du produit. Ou je me concentre plus sur le service, la plateforme à construire et tout. Non. Chacun est sur sa ligne. L'analyste devient très souvent, avec le temps, ce qu'on appelle le CFO, le Chief Financial Officer. Mais l'analyste, c'est celui-là qui est obsédé par les chiffres. Et je vous dis toujours que les chiffres, c'est le secret de la réussite d'un business. Donc, quand vous commencez par exemple à vendre, je vous prends un exemple, ça vous lancez des campagnes de marketing et vous commencez à vendre. Vous vous rendez compte que la plupart des ventes viennent par exemple d'un canal. Maintenant, de ce canal-là, il y a une certaine manière, d'autres chiffres vous montrent que ce n'est pas juste le canal, peut-être c'est la recommandation à travers un deuxième canal. L'analyste est là pour voir ces chiffres-là et transférer ces chiffres à qui de droit. Mais l'analyse, c'est surtout le financier. Je vous promets, ce dont je parle là, c'est la bête noire ou bête blanche, que voulez-vous, des Africains. On ne maîtrise pas nos chiffres du tout. On parlait d'Amazon tout à l'heure. Je me rappelle, celle qui était en charge des chiffres d'Amazon, c'est l'ancienne femme de Jeff Bezos, Mackenzie Scott, vous pouvez checker. C'était elle la financière. Elle s'occupait de tout dans les détails, que ce soit pour écrire les chèques, tout ce qui est chiffres. Et on a fait une dépense ici, elle enregistre tout. L'argent sort ici, c'est-à-dire que tout. Les revenus qu'ils ont eu, tout. Et dans ces chiffres-là, il y a une analyse poussée qui est effectuée. L'analyse, c'est celui-là ou celle-là qui va facilement vous faire passer du point 1 au point 2. Parce que de par sa manière de comprendre les chiffres, et quand je parle de chiffres, je ne parle pas juste de la partie financière, je parle vraiment de la finance, je parle de ceux qui sont à l'aise avec les chiffres. Il y a des gens qui ont carrément des diplômes en analyse de données. C'est ce genre de personnes qui va aller chercher, ok? Et si vous avez quelqu'un doublé en plus de finance, ça c'est l'idéal. Vous prenez cette personne, vous mettez sur la table, je vous promets que vous allez aller très loin. Souvent, les CFO, bien les personnes qui sont portées sur la donnée, sont parfois ouvertes. Donc, si vous voulez, par exemple, lancer une compagnie, au lieu de penser à garder 100%, si l'idée est bonne, vous pouvez approcher la personne, par exemple, lui faire une proposition. Par exemple, que la personne détienne 10% de la compagnie ou 15% de la compagnie. Comme je vous l'ai dit, le CEO qui aime se donner les airs, là, que tout le monde connaît, qu'on dit que c'est lui le boss. La chose intéressante qu'il a, c'est que c'est un très bon stratège. Donc, il comprend. Voici les gens dont j'ai besoin. Je n'ai pas leur intelligence, mais ce que je peux faire, je peux les ramener sur la table et on peut on peut construire quelque chose de puissant et de powerful. Donc, gardez ça comme deuxième personne dont vous avez besoin pour construire votre business, l'analyste. La troisième personne dont vous avez besoin pour votre business est très importante. C'est celui qui va travailler sur le branding. Il ne fait rien d'autre que ça. C'est celui qui saura exactement dans la communication comment raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut que le client sente? Quand on prononce le nom de votre compagnie, comment voulez-vous que le client se sente? Est-ce que quand on parle de Nike, c'est par exemple la motivation? Quand on parle de Coca-Cola, c'est le bonheur, c'est le souvenir. Les grosses marques importantes. En fait, le branding à lui tout seul est un métier comme pas possible. Et c'est une seule personne qui doit s'occuper de ça. Parce que la réalité, c'est qu'en termes de différenciation, le branding est tout. Donc, quand vous entrez sur le marché, quand on dit le nom doit vous faire vous sentir d'une certaine manière. Peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, allez prendre votre top 3. Vous allez vous rendre compte que, oh, cette compagnie ne vend pas ce que je pense qu'elle vend. Elle vend plutôt ça. Et c'est ça le branding. C'est de dire que, bon, est-ce que Coca-Cola vend les coques? Coca-Cola ne vend pas les coques. Pas du tout. Et c'est le cas pour la plupart des marques. Les marques de luxe. Oh, je sais pas, on va prendre quelle marque? Tiffany & Co, par exemple. Oh, ils font les bijoux. Il y a quel bijou que Tiffany & Co fait que d'autres marques dehors ne font pas? Vous savez, il a posé la question. Ok, donc on est au niveau, c'est autre chose, on élève l'expérience. On vend le statut, c'est une autre expérience. Et quand on parle de vendre le statut au niveau du branding, toujours, du moment que le client rentre, ceux qui sont déjà allés à Tiffany & Co, vous savez que quand vous arrivez même devant la porte là, il y a un portier avec les gants
Et parfois, on vous sert même le champagne. Pas parfois. Je vous parle de Tiffany encore qui est du côté de Wall Street. On vous sert le champagne. C'est que l'expérience, on élève l'expérience. Hein? Ce n'est pas le service à la clientèle des criquets, des sauterelles comme certaines personnes. Que tu entres dans la boutique de la personne, la bouche est tirée d'un côté, d'un sens. Non. Il faut trouver quelqu'un à la base de construire un truc de rock. Et je l'ai dit un peu plus tôt, je le répète ici, marquez mes mots. Ce sont les choses que je mets dans l'espace membre. Mais de manière exceptionnelle, je le dis aujourd'hui dans cette vidéo pour vous. Le branding, c'est ce qui va vous différencier de la masse. Il faut que quand on parle de votre industrie, vous êtes le premier nom qui vient à la tête des gens. Quand vous parlez de monde, paf, vous êtes le premier nom qui vient. On parle par exemple de cellulaire, téléphone, paf, vous êtes le premier nom qui vient. Comme les Apple. Si on doit regarder vraiment en termes de performance, aujourd'hui j'ai plusieurs téléphones, j'utilise les deux. Samsung est nettement mieux que Apple. Mais dans la perception, ils sont tellement bons dans le branding que quand on parle de cellulaire ou téléphone portable, meilleure qualité, les gens voient en même temps Apple. Le branding, c'est ça qui vous différencie des autres, clairement. Donc, allez chercher cette personne qui est concentrée sur le branding ou le marketing même en général. Ce qui nous amène à la prochaine catégorie de personnes, qui est les vendeurs. Ne négligez pas ça. Les vendeurs sont tellement importants quand il s'agit de scale. Vous avez fait le mieux que vous pouvez, vous voulez passer à l'étape supérieure. Et c'est là où les vendeurs sont extrêmement importants. Si vous faisiez par exemple 10 000 $, vous voulez passer à 500 000, 600 000 $, les vendeurs ou les commerciaux pourront le faire. Si vous vous rendez donc compte que vous avez un commercial qui vous ramène, vous êtes par exemple à 10 000 $, vous avez un commercial qui vous ramène 6 000 $ sur 10 000 $, embauchez plus de commerciaux. C'est simple, là je suis en train de jouer le rôle de l'analyste. Ok, vous voyez l'importance de l'analyste. C'est pas juste de dire, oh oui, on a juste un commercial, on a... Non, embauchez ces commerciaux-là. Embauchez ces personnes qui vont aller parler de vous. N'oubliez jamais que vous pouvez être le meilleur produit au monde. Si on ne sait pas qui vous êtes, ça ne sert à rien du tout. Donc là, embaucher des gens que vous avez par exemple payés par commission. Ok, souvent la plupart du temps, les gens font base, donc ils ont un salaire minimum de base, plus la commission dépendamment des clients qui ramènent dans la compagnie. Ce qui nous ramène à la prochaine catégorie de personnes, ça c'est le bonus, c'est que j'ai dit 4, mais celui-ci est très important. C'est les personnes qui excellent dans l'exécution. Et souvent, ce sont des gens qui vont vous enlever un poids sur les épaules pour vous permettre, vous, de vous concentrer sur la vision et la stratégie de votre compagnie. Donc, ceux qui font dans l'exécution, c'est quoi? Quand il y a un objectif à atteindre, on a déjà découpé l'objectif en étapes. Ok? Maintenant, dans les étapes, il y a les sous-étapes. C'est la personne là qui va s'occuper d'être sur le terrain et pousser les choses. Le gars qui est fort dans l'exécution pourra vous ramener sur le highway, sur l'autoroute et vous faire avancer rapidement pendant que vous vous concentrez sur l'essentiel en tant que CEO. Si c'est vous la personne en exécution, c'est parfait. Mais la vérité, c'est que les personnes très bonnes en exécution, il n'y en a pas beaucoup. On procrastine beaucoup dans nos business. On ne prend pas les décisions. Ouh, la prise de décision, alors, quand il est temps de prendre les décisions, est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? On ne se rend pas compte que ne pas prendre de décision, c'est la pire décision. Il faut toujours prendre une décision. Il faut toujours avancer. Malheureusement, quand on ne prend pas de décision, ça veut dire qu'on laisse la charge à quelqu'un d'autre. Et très souvent, ce sont les employés. Oh, mais madame, ceci, oh, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne fais rien. Le temps passe. Tu as peut-être ton directeur de ceci ou le chef de ceci. Il faut prendre la décision. Tu leur demandes à eux de prendre la décision. Alors que la plupart du temps, ils ont une vue plus ou moins globale de l'entreprise, mais ils ne savent pas exactement où toi, tu les amènes. Donc, le gars qui excelle dans l'exécution, c'est celui-là qui va faire avancer les choses rapidement, très rapidement. Okay? Objectif du premier trimestre, voilà, 1, 2, 3, 4 étapes. Par exemple, si on a une liste d'emails, avoir la liste de peut-être 15 000 personnes dans la liste d'emails de la compagnie. Et dans les analyses, on va contacter l'analyste d'après tes données. Qu'est-ce que tu as remarqué? Oh, j'ai remarqué que la plupart du temps, ils viennent d'Instagram. Ok, s'ils viennent d'Instagram, est-ce qu'on fait le marketing sur Instagram? Oui, c'est à peu près 20 $ par jour. Donne à 600 $ le mois. Ok, est-ce qu'on peut augmenter le budget par exemple à 1 500 $? Parce qu'on doit atteindre les objectifs. Parce que le 600 $ par exemple, on arrive à avoir 50 personnes. Alors à 1600, même alors à 6000, que sais-je, dépendamment du budget. Ok, on a balancé les chiffres. Le gars de l'exécution récupère les chiffres de l'analyste et passe à l'action. C'est ça la magie. Je vous ai donné ici, en fait, 5 types de personnes. Il y a même un bonus que je vais vous donner, qui est aussi très important. Les ressources humaines. Il vous faut une personne
qui est très bon dans la ressource humaine. Rétention des talents. Quand vous avez déjà embauché une partie des gens que je viens de citer, ou vous les avez pris comme partenaires, il vous faut ce truc solide là, cette personne qui pourra s'occuper d'aller embaucher les talents et de les maintenir dans la compagnie parce que le taux de rétention est super important. Souvent les compagnies, on investit tellement, pas seulement en temps, mais en argent sur les gens qu'on recrute. Et vous imaginez, vous faites ça et quelqu'un d'autre vient les récupérer dehors, ou bien même c'est même eux-mêmes là qui parlent mal de votre entreprise. Souvent, on ne se rend pas compte de l'importance de très bien même payer les gens avec qui on travaille, les collaborateurs. C'est très important. Parce que la rétention de talent, c'est ça qui va faire tourner votre compagnie. Gardez en tête, si vous n'avez pas de ressources humaines dans votre compagnie, vous n'avez pas de compagnie. Ça, c'est à l'exception, par exemple, de certaines petites compagnies, par exemple, qui fonctionnent avec un système. Mais la plupart du temps, quand vous voulez scaler, vous voulez passer à un autre niveau, il vous faut à tout prix de la ressource humaine. Donc ça, c'est le bonus, en plus du 5e bonus que j'ai mis qui n'appartenait pas à ce bonus-là. Donc, gardez en tête, pour résumer vite fait, ok? Premièrement, on a donc celui-là qui va s'asseoir et se concentrer sur le produit. C'est celui qui est obsédé, celle ou celui qui est obsédé par le produit ou le service, la plateforme à faire, le produit à construire, le truc à bâtir. L'obsession est malade sur le produit. Deuxième catégorie de personnes, l'analyste. Idéalement, un financier, mais quelqu'un qui sait analyser les données et faire des recommandations basées sur ces chiffres-là. Troisième type de personne, le raconteur, le brander. Celui-là qui va faire que quand on parle de vous, quand on met notre compagnie devant, les gens se sentent. Ils n'arrivent même pas à décrire très bien. Quatrième type de personne, le vendeur. C'est celui qui va se rassurer que on parle, on ramène l'argent, on va à la rencontre des clients. On leur parle de la compagnie, on leur parle de la compagnie, on leur parle de la compagnie. Parce que le plus important, c'est d'être visible. Si vous n'êtes pas visible, vous ne vendez pas. Cinquième type de personne en bonus, 4, bonus de 2 autres. Bien sûr, le gars qui excelle dans l'exécution. C'est celui-là qui va se rassurer qu'on vous ramène sur l'autoroute au lieu de prendre des petites routes de quartier. Là. Prends une petite route, tourne un peu à gauche, tourne un peu. Exécution vite fait. Il est très rapide dans la prise de décision. Il fait avancer les choses rapidement. Et 6e, comme bonus, la ressource humaine. Donc un spécialiste en ressources humaines qui puisse justement faire capturer les talents à l'extérieur, les faire entrer dans la compagnie, mais surtout les garder dans la compagnie. C'est l'oreille de la compagnie. C'est la personne qui se rassure que tout coule et tout avance tranquillement et rapidement. Voilà les gars. Ça, c'est une vidéo très importante. Je ne suis pas sûre que vous imaginez à quel point ça l'est. Ça m'a pris beaucoup de temps à noter ce que je vous ai dit là. Et ce qui m'a fait même faire la vidéo, c'est que je suis tombée sur une vidéo récente qui parlait quand même de certains points et ça m'a fait réaliser que mais c'est vrai. C'est vrai que moi, j'applique ça dans certains de mes business. Les business les plus importants en tout cas. Comment ça m'a jamais traversé l'esprit de parler de ça? Voilà, c'est fait. Prenez aussi le temps, bien sûr, de partager parce que l'esprit de chauve-souris et de crabe, là, les gens qui veulent réussir seuls, ceux qui veulent construire leur maison seuls dans le quartier pour que tout le monde dise qu'ils ont le château et les autres sont en bas, non, vous n'êtes pas bienvenus ici. Donc, prenez ce genre de vidéo et partagez autour de vous. C'est très important. C'est l'éducation financière. C'est ça qui va aider, enfin, de plus en plus de compagnies africaines, de petits business africains à devenir des légendes, à devenir des licornes, comme c'est le cas ici aux États-Unis. Parce que je vous dis là, c'est ce que la plupart des grosses compagnies font. En tout cas, les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en bas. Peace.